Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois à 14h, et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Nous avons consacré notre dernière émission le 26 novembre au sort des réfugiés de Fukushima, à ces populations qui ont été déplacées car elles sont considérées comme menacées par les effets de la radioactivité. Mais on a également vu comment, dans le même temps, sont déployés des programmes de réhabilitation qui permettraient le retour de certains habitants dans des zones contaminées. Ces programmes internationaux, dont nous avons parlé souvent ici, Ethos, CORE, avaient vu le jour à la suite d'une autre catastrophe, celle de Tchernobyl, quasiment tombée dans l'oubli, semble-t-il. Et pourtant, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 explosait en libérant des quantités énormes de radioactivité. Et 27 ans plus tard, des populations vivent toujours sur des territoires contaminés, se nourrissent toujours avec des aliments contaminés. Quelles sont les conséquences sanitaires de ces contaminations ? De quoi parle-t-on quand on parle de faibles doses de radioactivité ? Que peut-on déduire de l'expérience de Tchernobyl qui serait applicable à Fukushima ? Autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité, Yves Lenoir, président de l'association Les Enfants de Tchernobyl, Bélarus. Bonjour, vous êtes en ligne ? Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend bien. Dans un premier temps, peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment cette association, Les Enfants de Tchernobyl, Bélarus, a vu le jour ? Oui, notre association a vu le jour le 27 avril 2001. Ça va vous sembler très tardif par rapport à Tchernobyl, mais ça correspond à une demande venue du Bélarus, de l'Institut Belgrade, qui avait été fondé en 1990, en octobre 1990, par Vassili Nesterenko, dont je vous parlerai après. Oui. Andrei Sakharov, que tout le monde connaît bien, prix Nobel de la paix, inventeur de la bombe H et éminent dissident soviétique. Anatoly Karpov, champion du monde d'échecs, mais surtout fondateur d'une fondation caritative, humanitaire, très connue à l'époque en Union soviétique, et de l'homme de lettres très respecté et célèbre, en plus un très bon homme de lettres, Ales Adamovitch. Donc ce quatuor a créé Belgrade pour répondre à un besoin qui devenait évident, c'était que la santé des enfants n'arrêtait pas de se détériorer. Mm-hmm. Vassili Nesterenko était l'un des grands liquidateurs, parce qu'il est décédé en 2008, était l'un des grands liquidateurs de Tchernobyl. C'était un expert nucléaire qui était employé par le système militaro-industriel soviétique pour mettre au point, il avait réussi, un réacteur nucléaire mobile pour les forces nucléaires stratégiques soviétiques. C'était un élément essentiel pour éviter que les Américains ne puissent faire des premières frappes sur les bases de lancement. Donc les missiles se déplaçaient dans la Sibérie immense, où il n'y a pas de pompe à essence, il fallait de l'énergie. Et donc c'était des réacteurs nucléaires embarqués sur camions qui assuraient cette fourniture d'énergie. Le 28 avril 1986, il était à Moscou. Il présentait les résultats d'ailleurs d'une année de fonctionnement de ces réacteurs expérimentaux, quand il a appris qu'il y avait l'accident de Tchernobyl. Et il est parti à Tchernobyl avec le grand responsable de la sûreté nucléaire soviétique, Valéry Legasov. Une fois arrivé, c'était le soir du 29, ils sont immédiatement montés dans un hélicoptère et ils ont survolé le réacteur. Et plusieurs fois, Vassili Nesterenko a survolé le réacteur pour voir ce qu'on pouvait faire pour maîtriser la catastrophe. C'est à cause de cela qu'il a subi ensuite, durant toutes les 20 années qui lui restaient à vivre, des ennuis de santé permanents.
Il est d'ailleurs le seul survivant, c'était le dernier survivant des équipages des hélicoptères qui avaient survolé le réacteur. Ça montre bien qu'il avait risqué sa vie pour contribuer à maîtriser l'accident. À la suite de cette expérience terrible, il a envoyé son équipe, les 1500 personnes qu'il employait pour fabriquer ces réacteurs, sur le terrain pour mesurer la radioactivité des retombées. Et au vu des résultats qu'il a vus dans les quelques jours qui ont suivi, il est allé demander à ce qu'on évacue à 100 km de Tchernobyl. Il disait c'est pas possible, on ne peut pas maintenir les gens dans un tel environnement. Il a immédiatement été accusé d'alarmisme, et puis au bout d'un certain temps, il a été démis de ses fonctions, rayé des cadres du Parti communiste, etc., etc. Mais c'était un homme très influent, et il a pu conserver son équipe, créer Belrad, et obtenir des fonds pour que l'Institut fonctionne. En 1990, il a pu créer comme ça 370 centres de mesure de la radioactivité de la nourriture. Il a pu acquérir des fauteuils anthropogammamétriques qui permettent de mesurer la radioactivité du corps humain. Il a acquis aussi évidemment des détecteurs mobiles pour mettre dans des camions pour pouvoir sillonner le terrain. La Biélorussie est immense et très peu peuplée, enfin disons avec une population très dispersée. Et in fine, au bout de quelques mois, il a mis au point sa méthode, qui est une méthode personnalisée. Chaque personne doit être mesurée parce qu'on ne sait jamais ce que les gens ont mangé, donc il faut vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Et s'ils sont contaminés, il faut leur donner un produit alimentaire, c'est un adjuvant, un complément alimentaire à base de pectine de pomme qui accélère l'élimination des radioéléments pour éviter des dommages à la santé. Donc ça c'était le... 1980... Oui, allez-y, excusez-moi. Non, allez-y, continuez, pardon. Oui. Alors en 1994 est arrivé au pouvoir, par des élections tout à fait normales, le président Loukachenko. Mais il s'est vite senti l'âme d'un dictateur et il était effaré par le poids sur l'économie de son pays, qui était devenu indépendant, du traitement des séquelles de Tchernobyl. Donc il a voulu tourner la page. Il a donc coupé les crédits. Mais Belrad et Vassili Nesterenko avaient pris beaucoup de contacts dans l'Occident. En particulier, ils avaient rencontré Solange Fernex au début des années 90. Ils se connaissaient bien, elle suivait ce qu'il faisait, etc. Et tous ces contacts lui ont permis de remplacer les fonds qui ne venaient plus, les fonds officiels qui s'étaient taris, par des fonds venus d'Occident. Soit des fonds officiels venus de pays occidentaux, soit des fonds privés, par des associations, des fondations, etc. Mais la situation s'est aggravée à la fin des années 90, début des années 2000, parce que ces fonds ont commencé à se tarir. Et en 2001, il a demandé à Solange Fernex de créer une association, ou disons que ça s'est discuté entre eux, moi j'étais pas là, pour trouver des fonds en France et sauver Belrad, parce que Belrad était aux abois. Ils étaient abrités dans un presbytère, et vous avez 2 pièces pour eux, ils n'avaient pratiquement plus rien. Et Belrad était prêt de disparaître. Et si Belrad disparaissait, il n'y aurait plus jamais eu de suivi des enfants et de soins à apporter et d'informations à apporter pour que les parents, les maîtres d'école évitent que les enfants se contaminent. Et donc, c'est à la suite de cet appel que Solange Fernex, avec son mari, avec Vladimir Tchertkov, qui a écrit le livre Le crime de Tchernobyl et fait beaucoup de films avec Emanuela Andreoli pour la télévision suisse. Il y avait aussi Galia Ackerman, qui était fondatrice, c'est la personne qui a traduit la supplication de Madame Alexeyevitch. Donc, ces personnes ont créé Enfants de Tchernobyl Belarus et ont commencé à trouver les fonds pour soutenir et sauver Belrad. Voilà pourquoi notre association existe. Elle n'a de rôle que de transmettre de l'information sur les conséquences réelles sur la santé des enfants des zones contaminées et aussi des adultes, mais c'est surtout les enfants qui sont sensibles, et en échange de fournir des fonds à Belrad pour qu'ils puissent continuer à travailler sur le terrain, parce que les gens n'ont pas d'argent, c'est des populations pauvres qui vivent à la campagne, qui se procurent énormément de nourriture dans la nature, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de contamination ces gens se contaminent considérablement à cause de cela. Ils ont leur potager, et là aussi les terrains sont contaminés, souvent ils amènent de la cendre qui
provient de leur poêle, ils se chauffent au bois, n'est-ce pas? Et le bois est contaminé parce que c'est du bois qui a reçu les retombées de Tchernobyl, donc ça se retrouve dans la cendre, et quand on met de la cendre contaminée sur un potager, ensuite on a des légumes contaminés. Enfin, c'est un cercle absolument infernal, et pour l'instant il n'est pas rompu, c'est-à-dire que sans l'intervention de Belrad, on l'observe chaque année, il y a beaucoup d'enfants qu'on trouve très contaminés, à qui il faut fournir de la pectine, et auprès des parents desquels il faut recommencer l'information pour leur comprendre pourquoi les enfants sont contaminés, et que faire pour éviter que ça recommence. Voilà en gros le rôle de notre association, c'est de récolter des fonds pour permettre aux 30 employés de Belrad de toucher un salaire, de payer les taxes, d'acheter la pectine, parce que la pectine n'est plus produite au Bélarus, elle est produite dans de meilleures conditions à Prague, par une entreprise qui est une joint venture entre Belrad et un entrepreneur tchèque, et assurer le maintien du matériel, de tout le matériel scientifique, des camionnettes qui vont sur le terrain, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour que le service soit rendu d'une façon régulière auprès des enfants des régions les plus touchées. Alors sur votre site, sur le site de votre association, on peut lire que 2 millions de personnes au moins, dont 500 000 enfants, vivent en Biélorussie sur un sol contaminé par l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Alors là, on est 27 ans après, c'est-à-dire plus d'une génération plus tard, et ce sont quand même les enfants d'aujourd'hui qui sont malades. Quel genre de pathologie ils ont, ces enfants ? Et comment on peut expliquer que 27 ans après, on continue à avoir ces pathologies? Oui, bien sûr, on peut se poser des questions. D'abord, les parents ont été contaminés. Les parents ont reçu le choc de l'iode, c'est-à-dire l'iode radioactif émis par la centrale, qui laisse des traces. C'est-à-dire que ça, en général, il y a des séquelles qu'on ne voit pas forcément, mais ça laisse des traces. Normalement, ça laisse aussi des traces qui peuvent être de caractère génomique, pas génétique, génomique, c'est-à-dire une instabilité dans la multiplication cellulaire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le fait que quand une mère allait, elle vide son césium par le lait qu'elle donne à son enfant. C'est comme ça. L'enfant est un épurateur de sa mère. L'ennui, c'est que l'enfant, à ce moment-là, il prend des doses élevées de césium. Et quand ils sont tout petits, nourrissants, on ne peut pas les mesurer. On peut les mesurer à partir disons, de 1 an et demi, 2 ans. Les fauteuils ne permettent pas des mesures pour des tout petits enfants. Donc il y a déjà, au départ, il y a un risque d'une contamination au moment où l'enfant est le plus vulnérable, c'est-à-dire quand il est à l'état de nourrisson. Ensuite, cet enfant peut être suivi dès la maternelle, et effectivement, les courbes de Belrad commencent en général à peu près vers 3 ans. Les enfants suivis, ça commence vers 3 ans. Après 20 ans de travail sur le terrain, les gens de Belrad ont établi ce qu'ils appellent un atlas de contamination corporelle. Il y a déjà 500 000 mesures, c'est considérable, qui ont permis de détecter les villages où il y avait le plus de risques. Parce que Belrad a des moyens très limités et ne peut évidemment pas suivre 500 000 enfants. Ou 300 000, enfin bon, les chiffres, vous savez, la natalité est très très faible, elle a beaucoup baissé au Bélarus après Tchernobyl. Ces enfants, donc les enfants repérés comme dans les régions à risque, vont être suivis. Ils sont environ 20 000, 25 000, pas plus, on ne peut pas faire mieux. C'est une petite proportion, mais c'est celle la plus à risque. Et chaque année, on s'aperçoit que parfois c'est au niveau même de la famille, c'est-à-dire qu'il y a des familles entières où les parents sont négligents, et les enfants sont très contaminés, c'est-à-dire c'est des doses de l'ordre de 300, 500 becquerels par kilo de poids de corps, ce qui représente 15 à 25 fois le seuil au-delà duquel on a un risque cardiovasculaire, par exemple, qui est le risque le plus commun d'une contamination, celui qui est le plus prévalent quand on est contaminé par des radioéléments. Et cet enfant qu'on détecte comme contaminé, on demande aux parents de venir, on discute, on essaye de comprendre pourquoi il a une telle charge radioactive. Au besoin, on mesure les parents pour vérifier si eux aussi sont contaminés. À ce moment-là, c'est bien une contamination familiale. C'est pas l'enfant qui aura été mangé des baies dans la forêt à l'insu de ses parents. Et on essaye de trouver, en discutant avec eux,
qu'est-ce qu'ils ont bien pu manger qui aura amené l'enfant à être aussi contaminé et eux-mêmes à l'être aussi. Et une fois que ça c'est fait, on leur donne de la pectine pour qu'ils accélèrent l'élimination naturelle des radioéléments contenus dans leur corps. Alors voilà comment se passe la pectine, pour nous, peut-être ça demande une petite explication pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément... Alors la pectine de pomme... La pectine de pomme sont de longues molécules qu'on trouve autour du trognon de la pomme. Alors les pommes sont séchées, les trognons de pommes des vergers du nord du Bélarus, qui sont des vergers qui n'ont pas reçu de contamination radioactive, sont une nourriture qui normalement est réservée aux cochons. Donc il y a une petite compétition entre Belgrade et les cochons, et Belgrade prend le devant dès le mois de juin, avant la récolte, pour préempter les récoltes de trognons. Ces trognons sont séchés, réduit en poudre, et la poudre est envoyée à Prague, à la joint venture de Belgrade et de Tikhonov, qui est le nom de la société. Et là, on fabrique avec ça des pastilles, des comprimés de pectine avec des adjuvants qui sont des vitamines, des oligo-éléments, des choses comme ça, qui améliorent la résistance de l'organisme aux radicaux libres qui sont produits par les radiations. D'accord. Alors oui. Non, je vous écoute, j'ai dit d'accord. Oui, pardon. Et donc, ça coûte assez cher, hein. Une boîte de pectine, c'est un prix de revient, un flacon de pectine, de comprimé de pectine pour une cure d'environ 3 semaines à 1 mois, ça coûte entre 5 et 10 euros. Hein. Donc c'est pas donné, et c'est nous qui payons. Hein. Belgrade n'a pas les moyens évidemment d'acheter, donc c'est nous qui donnons de l'argent à Belgrade pour qu'ils achètent la pectine au prix coûtant. C'est la convention qu'ils ont signée avec Tikhonov pour avoir la pectine au prix coûtant. Donc au Bélarus, ils ont la pectine au prix coûtant. Au Japon, elle est vendue 4 fois plus cher, et c'est normal, on ne peut pas vivre si on vend un produit au prix coûtant, hein, au prix de fabrication seul, il faut payer tous les autres frais. Et cette pectine multiplie entre 3 et 5 par 3, un facteur 3 à 5, la vitesse d'élimination du césium de l'organisme. Alors ça se passe par la voie digestive. Des bactéries spécifiques se développent dans l'intestin qui cassent les molécules de pectine et permettent qu'elles passent dans le sang. Et dans le sang, ces molécules vont phagocyter les ions césium, les molécules de césium, les ions césium, et vont permettre son élimination rénale par les reins. Et en faisant diminuer la charge du césium dans le sang d'une façon assez rapide, on vide les cellules, parce que le césium est passé dans les cellules du corps, il n'est pas resté dans le sang. Et en créant une différence de concentration entre la cellule et le sang, on vide la cellule dans le sang. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier par, en gros, un facteur 3 à 5, l'élimination du césium de l'organisme des personnes contaminées. D'accord. C'est ça le principe. Donc on voit bien que rien n'est réglé dans les territoires contaminés autour de Tchernobyl. Non, absolument pas. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, une chaîne de télévision japonaise est venue filmer Belgrade et la vie au Bélarus. Et ils sont revenus d'une promenade en forêt avec des magnifiques champignons qu'ils avaient trouvés dans un coin. Et ils ont demandé, alors ils n'étaient pas complètement naïfs, ils avaient un radiomètre, ils avaient vu que c'était assez radioactif dans ce coin-là. Ils ont rapporté des champignons à Belgrade et ils ont demandé qu'on les mesure. Eh bien, le record absolu de mesure de contamination de nourriture a été obtenu par cette expérience, 268 000 becquerels par kilo. C'est-à-dire qu'on est très au-delà de la limite inférieure de classement comme déchets radioactifs. On est à peu près 4 fois au-dessus de la limite inférieure de déchets. Donc ces champignons sont des déchets radioactifs. Le record a été battu de plus de 100 000 becquerels. Hein. Le record antérieur, c'était 150 000 becquerels. Et c'est pour vous dire, donc 26 ans après, un petit endroit du Bélarus n'avait pas été repéré comme ultra contaminé et pouvant produire une nourriture aussi toxique. Donc, ça donne une idée de la menace permanente. Les gens ne peuvent avoir absolument aucune confiance dans ce que peut leur donner la nature, sauf à avoir repéré tous les endroits dangereux et les avoir notés. Ce qui est évidemment impossible, parce que la radioactivité bouge au gré des incendies, au gré des pluies, au gré du vent. Quand il fait sec, la poussière
emporte la radioactivité, etc. Et pour ce qui concerne les populations, il faut imaginer ce que représente 25 ans après le fait de devoir encore continuer de faire attention. C'est-à-dire que la catastrophe est en devenir. Il n'y a aucune raison qu'on considère qu'elle soit terminée, n'est-ce pas ? La contamination des enfants, quand on regarde les courbes, bien sûr, au tout début, elles étaient considérables et les enfants étaient vraiment très très malades. Grâce à l'action de Belrad et à l'éducation, on a réussi à faire descendre cette contamination, mais elle reste souvent assez élevée. Et on peut donc dire que le problème n'est pas réglé et on ne voit pas à quelle échéance il sera réglé. Et pour nous, c'est un défi énorme. Il faut que donc chaque année, à un horizon que nous ne pouvons pas fixer, qui est en plusieurs dizaines d'années, nous puissions amener environ 250 000 € à Belrad pour, en monnaie constante, hein, parce que évidemment le cours de la vie change au Bélarus, les conditions économiques changent, il faut s'y adapter, et donc on doit, nous, essayer de trouver les moyens de collecter chaque année environ 200 000 € actuellement, peut-être un peu plus, et dans les années qui viennent sûrement plus, parce que les taxes n'arrêtent pas d'augmenter au Bélarus, parce que le coût de la vie augmente aussi, le niveau de salaire a augmenté, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir payer les employés de Belrad à un salaire acceptable, et tout ça nous pose un défi absolument permanent, et nous n'avons pas de visibilité ni de sérénité parce que la trésorerie est toujours à zéro. À la fin de chaque mois, la trésorerie est à zéro. On en est là. On donnera les coordonnées de votre association en fin d'émission. J'aimerais bien qu'on revienne là un petit peu sur alors la version officielle de tous de l'OMS, des commissions internationales diverses et variées. C'est qu'il ne s'est rien passé à Tchernobyl, qu'il ne se passe rien à Tchernobyl, et le nombre de victimes passées, présentes et à venir est grossièrement sous-estimé, voire nié. Et on nous explique qu'au-dessous d'un certain seuil, les doses radioactives sont considérées comme nulles ou trop faibles et donc sans effet. Inoffensives, oui. Alors, inoffensives. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de voir ce que recouvre cette notion de faible dose qui me semble pas très scientifique comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient ? Il y a une histoire derrière ça. Oui, on va faire assez vite quand même, parce que cette histoire, bien qu'elle soit... Oui, parce qu'on a plus... Elle remonte avant la guerre, donc c'est quand même une longue histoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, les résultats qu'ils donnent sont corrects. C'est-à-dire qu'ils ont fait des prévisions en 1986, qu'ils ont imposées aux Soviétiques. Les Soviétiques avaient fait des prévisions plus élevées. Les Soviétiques ont été obligés de ravaler leur cravate ou leur parapluie, je ne sais pas ce qu'ils ont avalé, mais c'était assez difficile à digérer puisque Legasov s'est suicidé 2 ans après, il ne supportait pas ce déni absolu. Et ces prévisions officielles qui viennent de la Commission internationale de protection radiologique, sur la base de modèles, disait qu'on avait à attendre de là que des malformations et des cancers, mais en nombre si limité qu'on ne verrait rien. Finalement, donc, la mortalité se réduisait aux liquidateurs qui avaient subi des doses aiguës de radiation, c'est-à-dire quelques dizaines, et qui étaient morts dans les semaines qui avaient suivi, c'est-à-dire qui étaient tout de suite malades. Mais les liquidateurs qui ont pris des doses un peu plus faibles et qui sont morts 5 ans, 10 ans après, l'âge moyen de mort des liquidateurs qui avait été assez exposé, c'est 45 ans. Donc, comme ils avaient un âge moyen de 30 ans quand ils sont arrivés à Tchernobyl, ça vous donne une espérance de vie de 15 ans après le séjour à Tchernobyl. C'est quand même terrifiant quand on y songe. Mmh. Donc les dizaines, centaines de milliers même de liquidateurs qui sont morts vers 45 ans, ou à l'âge moyen de 45 ans, ne sont pas comptabilisés, vous comprenez. C'est cliniquement, quand ils ont quitté Tchernobyl, ils étaient apparemment en bonne santé. Donc les radiations ne peuvent pas être la cause de leur décès. D'autant que ces causes sont rarement des cancers. Il y en a bien sûr, il y a des leucémies, il y a des choses comme cela. Mais l'essentiel, c'est des troubles cardiovasculaires.
des troubles neurologiques profonds qui mènent à des suicides, mais qui sont liés véritablement à une atteinte neurologique par les radiations, et diverses maladies qui sont liées, on pourrait en parler quand on parlera des pathologies qui touchent les enfants, qui sont liées à des doses relativement élevées de radiation. Chez les adultes, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on observe même certains liquidateurs, c'est montré dans un film de Tchertkov, qui pourrissent sur pied. C'est-à-dire qu'il y a une nécrose intérieure qui se développe et puis tout l'organisme se met à pourrir. C'est terrifiant et jusqu'à ce qu'il meure, il continue de pourrir. Donc il y a des tableaux que les médecins sont incapables d'interpréter parce que c'est totalement inouï pour eux vu que c'est le résultat d'une expérience assez unique. Donc ce sont les morts qu'on peut dire liées à l'irradiation externe, hein, quand il y a une espèce de... Non, aussi interne. Les liquidateurs ont beaucoup absorbé de radiation. Ils étaient très peu protégés par leurs masques ridicules, des choses comme ça. C'est pas du tout comme à Fukushima où ils ont des filtres à leur combinaison. Non, là, il y a aussi beaucoup de contamination interne. Ça, on ne pourrait pas expliquer tel dommage. Alors pour les enfants, c'est différent. On a des doses qui viennent d'un environnement contaminé, mais qui sont évidemment plus faibles. Et qui s'approchent et même qui sont en dessous parfois de ce qu'on appelle la limite recommandée par la CIPR, la limite d'exposition, qui est actuellement de 1 millisievert par an. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que cette limite est un chiffre qui n'est pas forcément justifié par des études scientifiques. On peut même dire l'inverse, il y a pas mal d'études scientifiques qui contredisent la validité de cette limite. Je vais vous en donner deux très simples qui ont été publiées l'an dernier. Il y en a une nouvelle cette année en Australie qui est plus complète, mais ce serait un peu long de faire tout le détail de ce qu'elle contient. Deux études très spécifiques sur des enfants entre 0 et 14 ans, menées pendant 20 ans en Grande-Bretagne, entre 86 et 2006, pour des enfants donc de 0 à 14 ans. Alors, pour une des études, on a regardé le risque apporté par la radioactivité de l'environnement en fonction de sa valeur. Donc en Grande-Bretagne, il y a des régions plus ou moins radioactives, et on a donc simplement regardé l'incidence des leucémies dans ces zones. Et on en a déduit que pour 1 millisievert absorbé entre 0 et 14 ans, l'augmentation des leucémies était de 12%, pour 1 millisievert. Donc si vous dites que 1 millisievert par an est la limite acceptable et que vous l'imposez aux populations en les maintenant dans un environnement contaminé où ils n'auront qu'une exposition externe, hein, là on est uniquement pour les expositions externes, eh bien vous multipliez par 14-12% et vous avez donc 2,5 fois plus de risque de leucémie dans ces populations. On voit donc bien que cette limite de 1 millisievert n'est pas scientifique et pas protectrice. Là, c'est une valeur indicative, bureaucratique, tout ce qu'on veut, pour permettre de définir, de donner un guideline aux autorités. On leur dit, vous pouvez maintenir les populations en dessous d'1 millisievert. Hein, nous, on vous donne l'autorisation. Ça vous couvre. Hein, c'est véritablement le droit accordé au gouvernement d'exposer leur population. Mais on considère, excusez-moi, oui. Au Japon, on considère que 20 millisieverts, c'est une dose acceptable, donc c'est une faible dose. Moi, j'entends parler des gens aussi, qui disent que 100 millisieverts, c'est tout à fait acceptable. Alors, qu'est-ce que c'est une faible dose de radioactivité ? Alors, oui, de toute façon, faible dose, c'est une dose qui, à la limite, on peut dire qu'une faible dose, c'est une dose qui ne donne pas un signe clinique immédiat. D'accord. Si vous prenez 1000 millisieverts, donc 1 sievert, vous aurez une altération de la formule sanguine qu'on pourrait observer. Hein. Donc là, on peut dire qu'il y a un signe clinique. Même si vous n'êtes pas très malade, simplement un peu fatigué après avoir pris votre sievert. Bon. C'est ce qui arrive dans beaucoup de traitements radiothérapie où vous prenez des doses de cet ordre-là. Ce qui fait dire d'ailleurs aux radiothérapeutes que vraiment un sievert, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout, oui. Oui, puisque ça soigne. Donc c'est 1000 millisieverts là. Hein. Oui, là on est mieux. Alors vous comprenez, si c'est 10 fois moins, le sang, la formule sanguine est assez peu altérée, c'est difficilement observable. Et en dessous, surtout si la dose est délivrée à très faible débit durant une année entière, qui est souvent le cas quand on est exposé à une dose environnementale, eh bien vous n'observez rien sur le plan clinique. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces doses, la conception de la radioprotection a été réalisée par des cliniciens.
qui étaient des radiologues, des radiothérapeutes, des radiobiologistes, après la guerre, et qui ont donc défini un certain niveau d'exposition comme acceptable. Au début, il était un peu élevé parce qu'on ne tenait pas compte des cancers différés. Hiroshima Nagasaki a montré qu'effectivement, comme on s'y attendait, il y avait une relation entre exposition et taux de cancer. Et petit à petit, on a diminué les doses parce qu'on s'apercevait que chez les travailleurs, ou bien chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, on avait des cancers tardifs qui étaient en excès par rapport aux populations non exposées et qui ne pouvaient s'expliquer que par les doses reçues. Mmh. Bon. Mais on s'est basé sur des radiations externes. Et pour un nombre de et en plus on a fait croire que la relation entre dose et effet était linéaire, ce qui n'est pas le cas d'Hiroshima et Nagasaki. On savait qu'elle n'était pas linéaire. Les statistiques d'Hiroshima et Nagasaki le prouvent pour tous les cancers, absolument tous les cancers. Mais c'est plus simple, et c'est surtout un gros avantage. C'est que si vous dites que la dose est linéaire, que l'effet est linéaire à la dose, quand la dose s'approche de 0, ben l'effet il s'approche de 0. Hein. Et si vous dites que c'est un 0 quasiment individuel, eh bien, vous n'observerez rien. Et c'est ce qui se disait. Moi, je me rappelle Pellerin, dans un groupe de travail, qui on faisait remarquer qu'il aurait pu faire des statistiques chez les travailleurs du nucléaire en France. Il disait, mais pourquoi en faire, puisqu'on ne trouvera rien. Donc c'était ça leur façon de voir les choses. On ne trouvera rien. Ça, c'est pas une méthode très scientifique, oui. Mais ça se retrouve dans les documents de la CIPR, et quand ça se retrouve dans l'analyse des conséquences de Tchernobyl, dans les rapports de la CIPR ou de l'UNSCAR. Ils vous disent, oui, d'accord, on peut prévoir qu'il y aura des cancers, mais il y en a tellement peu par rapport au taux d'incidence normal, courant, qu'on ne pourra pas le distinguer. Et en tous les cas, on ne pourra pas attribuer tel cancer à la radiation. Et pour les mutations et pour les malformations, parce que les mutations, c'est une chose, mais les malformations, ça au moins c'est visible, pour les malformations, c'est la même chose. Ils disent qu'il y en aura tellement peu qu'on ne pourra pas les voir. Alors à Tchernobyl, donc, au début, on pensait qu'il y aurait pratiquement rien. Et puis on a vu le cancer de la thyroïde arriver. Et ça a été la grande chance du lobby, c'est qu'on a braqué tous les projecteurs sur la thyroïde. Et on fait actuellement de même à Fukushima. Si bien que tous les autres maux qui ne sont pas prévus déjà dans les recommandations de la CIPR, il n'y en a aucun autre, hein, il n'y a que les cancers et les malformations. Tous les autres maux dont sont atteints les personnes contaminées par les faibles doses disparaissent non seulement des prévisions, mais aussi du paysage. Parce que quand les projecteurs sont braqués sur la thyroïde, le reste n'apparaît pas. Et c'est ce qui s'est passé après Tchernobyl. Quand ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de cancers de la thyroïde, ils ont mis beaucoup de temps à les reconnaître. L'UNSCAR les a reconnus qu'à la fin des années 90, 98, si mes souvenirs sont bons. Ils les ont reconnus. Donc dans les rapports, on en parle. On a donné beaucoup d'argent pour les études sur la thyroïde. Mais dans les rapports de l'UNSCAR et de la CIPR, il y a, concernant les autres mots, il n'y a pas d'effet. On ne peut relier aucune autre incidence de maladie, de choses comme cela, à Tchernobyl, mis à part les cancers de la thyroïde. Et c'est tout. Parce que les autres cancers, on ne les voit pas, ils sont trop peu nombreux, soit les malformations, elles sont diluées dans le taux normal de malformation, selon ce qu'ils disent. Et c'est la raison du déni, si vous voulez. C'est la conséquence d'une grande tradition clinicienne qui ne considère les effets que cliniques et de prévision basée sur un modèle qui est un modèle faux, parce que d'abord ils disent qu'il est linéaire, et ensuite il est doublement faux, parce qu'il est basé sur une expérience, Hiroshima-Nagasaki, un flash nucléaire de quelques millisecondes, et point barre. Voilà, et on ne prend pas du tout en compte le cumul des contaminations internes, de l'alimentation, enfin tout ce dont on a parlé. Leur effet spécifique, oui, c'est surtout leur effet spécifique qui n'est pas pris en compte. Et il n'est pas pris en compte, par exemple, on dit que le césium se comporte comme le potassium neuroorganisme, ce qui n'est pas vrai. Sans ça, il n'aurait pas un temps de résidence beaucoup plus long, enfin disons une demi-vie biologique beaucoup plus longue que celle du potassium. C'est bien la preuve qu'il ne se comporte pas comme lui, puisqu'il n'a pas la même demi-vie. Il y a des choses comme ça. Et ça n'apparaît pas, c'est pas pris en compte. Au contraire, ils disent l'inverse. Ils disent le césium se comporte comme le potassium, donc c'est pas un problème. Le potassium va dans les muscles, le potassium radioactif naturel que nous avons tous en nous. Hein. Nous avons tous environ quelques milliers de becquerels de potassium
radioactif dans le corps humain, il va dans les muscles, qui sont des organes qui ne se cancérisent pas, comme vous savez, et donc, le risque est assez limité. Le césium, d'abord, n'a pas la même radiation que le potassium. Il émet des rayons gamma beaucoup plus que le potassium. Et il ne se répartit pas de la même façon dans l'organisme. Donc, il va provoquer des troubles particuliers qui ne sont pas reconnus au nom du fait qu'il devrait se comporter comme le potassium. Mais malheureusement, il ne se comporte pas comme le potassium. Bon. Et quand je dis que ce n'est pas de la science, la radioprotection officielle, eh bien, là, vous en avez une preuve très simple. C'est que le principe de réalité, s'il contredit la théorie, c'est lui qui a tort. Voyez. C'est ça le problème. Ça, c'est effectivement très grave. Et je suis vraiment désolée de vous interrompre parce que malheureusement, une demi-heure, ça passe très très vite. On sait qu'on a plein de choses à dire. Je voulais quand même dire que l'omerta et le déni se poursuivent à Fukushima. On en parlera peut-être durant une autre émission, puisque récemment, en mai 2013, monsieur Weiss, qui est membre de l'Enskir. Alors, l'Enskir, c'est c'est le comité scientifique auprès des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques, a dit en mai 2013 que les niveaux de radioactivité avaient été si bas que nous n'attendons aucune hausse des cancers dans le futur pour cette population, donc à Fukushima. Alors l'histoire se répète tristement. Je voudrais terminer en donnant le lien du site de votre association qui est... Vous pouvez nous... Alors c'est http:// bien entendu, enfant-tchernobyl-belarus.org, tout ça en petits caractères. Très bien. Alors, je vous conseille vivement d'aller consulter ce site. Je vous conseille aussi, si vous voulez en savoir, tout savoir, enfin presque, sur la catastrophe de Tchernobyl, une réédition d'un ouvrage de Béla et Roger Belbéoc, Tchernobyl, une catastrophe, aux éditions La Lenteur, voilà, qui vient de paraître là il n'y a pas très longtemps. Et puis, procurez-vous les films de Vladimir Tcherkov, dont en particulier un film très, très parlant qui s'appelle Controverse nucléaire. Je crois qu'avec ça, vous aurez appris pas mal de choses sur Tchernobyl. Oui, je voulais... Pardon ? Juste un mot, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Ces films sont sur notre site en version basse définition. D'accord. Et s'il fallait conclure sur Fukushima, vous avez raison d'avoir cité Wolfgang Weiss, c'est qu'actuellement, on a déjà 44 cancers opérés dans la population des enfants touchés par l'accident de Fukushima, ce qui est 80 fois le taux d'incidence normale des cancers de la thyroïde dans une population d'enfants. Donc ça laisse... Donc aucun effet est déjà contredit, même pas 3 ans après l'accident, par l'épidémiologie du cancer de la thyroïde chez les enfants. Oui. Si vous voulez, ça nous ferait plaisir de vous entendre sur ce qui se passe à Fukushima pour une autre émission. Oui, donc, merci en tout cas. Et nous retrouvons dans 15 jours, le 24 décembre, pour une nouvelle émission et la dernière de l'année. Merci. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre blog Collectif Antinucléaire 13. Et merci beaucoup Sidi à la technique. Et à dans 15 jours. Merci. Nucléaire.